Bonjour, je m'appelle Francesca, je suis italienne et j'habite en France depuis longtemps. Le détail d'être italienne est important parce que dans toute cette histoire, comme l'Italie a été confinée, etc., un mois avant les Français, ça m'a permis de me plonger dans ce qui se passait avec des renseignements qu'en France, on n'avait pas encore, et qu'on aurait cru passer à côté d'ailleurs. Les masques, etc. À l'époque, ça se passait en Italie. Ce point m'a permis donc de me renseigner et de me poser beaucoup de questions depuis le début, tout au début. Et ici en France, une fois que j'avais découvert ce que maintenant tous ceux qui sont éveillés connaissent, personne ne me croyait. Donc tout de suite, j'ai pris la charge, entre guillemets, d'en parler, de communiquer avec tout le monde, ce que je connaissais, les voisins, dans mon travail, etc. Personne ne me croyait de ce plan machiavélique qui est toujours en train de se développer royalement. Et j'ai essayé d'être le plus active possible en tant que lanceur d'alerte. J'ai écrit une lettre, je l'ai communiquée, j'ai parlé avec tout le monde, je suis descendue dans la rue et je peux vous dire que la première fois qu'on a fait la première manifestation, on se retrouvait à 4 personnes. Pour vous dire le moral où il était quand on se trouve à 4 pour manifester contre cette bête énorme, on s'est dit il y a du travail. Qu'est-ce qui se passe 2 ans après? Parce que ça fait 2 ans et c'est incroyable. Déjà, j'aurais jamais cru que les gens moi je m'attendais que quelques mois après, bon, moi j'ai compris tout de suite, d'accord, mais les preuves sont là. Quelques mois après, je dis bon, on va avoir la vérité qui éclate, les gens se réveillent. 2 ans après, je me rends compte qu'encore et encore, malheureusement, avec tout le travail qu'on a fait, tractage, réunions, manifestations, masques blancs, parce que j'ai participé aussi aux masques blancs. Pourquoi les masques blancs? Parce que pour interroger les gens dans la rue, si on leur parle tout simplement, ils ne t'écoutent pas. Alors, déguisés en scientifiques robotisés, bon, moi, ils nous prenaient en photo, ils se posaient quelques questions. Panneaux autour des ronds-points, messages clairs, importants, très pointus. Mais 2 ans après, c'est ce qui se passe. 2 ans après, je me rends compte qu'il y a encore je ne sais pas comment le dire, c'est vraiment décevant. Plus que décevant, c'est terrible, vraiment terrible, de voir comme tous ces gens sont manipulés malgré tout ce qu'on fait, nous, en tant que lanceurs d'alerte. Et bien sûr, il y en a beaucoup plus pointus que moi. Et dans les réseaux sociaux alternatifs, toutes les vérités y sont. Ils n'ont même pas la curiosité de s'interroger, de regarder vraiment la vérité en face. On dirait presque que moins ils en savent et mieux ils se portent. C'est ça qui est terrible, parce que ça serait simple, savoir dire non. Ils nous imposent des choses complètement aberrantes, même ridicules. Un jour, il faut boire le café debout, après, il faut s'asseoir. Le pass vaccinal, c'est pour tout le monde, mais pas pour les politiques, ni pour la police. Enfin, des choses qui sont tellement évidentes. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que les gens se réveillent? Qu'est-ce qu'on doit faire
pour que la police, les militaires, les gendarmes changent de camp, qu'ils soient avec le peuple, qui le défendent de cette machine monstrueuse qui est en train de nous tuer. C'est un génocide qu'ils sont en train de faire. Et qu'est-ce qu'il leur faut pour qu'ils se réveillent? Nous, franchement, moi, personnellement, j'aurais envie d'avoir un haut-parleur gigantesque qui prend toute la planète et qui parle et qui leur dise vraiment dans l'air, comme le vent, dans leurs oreilles, pour leur dire: mais réveillez-vous, enlevez ce masque, n'allez pas vous faire piquer avec ce poison, renseignez-vous, regardez vos enfants, ils sont maltraités à l'école. Je ne sais pas comment leur dire, je ne sais plus comment leur dire. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Parce que ça serait si simple. En 2 jours, ça serait terminé. Si tout le monde avait conscience de ce qui se passe, en 2 jours, c'est terminé. Suffisant de dire non, non, je ne ferai pas ça. Ça, c'est pas normal. Je suis pas née avec un masque. Je vais pas me faire piquer avec quelque chose qu'on ne sait même pas ce qu'ils vont m'injecter dans les veines. Suffisant de dire non, stop, ça se termine. Et donc, je fais vraiment un cri je vous en supplie, posez-vous des questions, réagissez. Alors, ce que cette crise a changé pour moi, c'est déjà ma vision des autres humains qui peuplent cette planète, parce qu'en fait, je ne me rendais pas compte à quel point une partie de la population était docile et pouvait se laisser manipuler. Concrètement, il y a des personnes, on leur dirait de marcher à 4 pattes avec une plume d'un cul pour pouvoir rentrer au restaurant, et ben ils le feraient. Donc ça, quelque part, ça m'a fait un petit peu peur de me rendre compte de ça, parce que ça veut dire que les gens qui nous entourent ont quelque part une part de noirceur, puisque déjà ils autorisent leurs enfants à ne pas respirer. Enfin, ils les empêchent de respirer en leur mettant des masques. Donc déjà, ça, c'est de la maltraitance et c'est quelque chose qui me révolte. Après, il y a aussi eu des choses positives que ça a changé, parce que moi, je suis quand même assez timide, et quand on a été reconfinés, j'ai pas supporté, et donc voilà, concrètement, j'étais chez moi, je me suis réveillée le lendemain du reconfinement, le 1er novembre 2020, et j'ai pleuré un bon coup, et je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu fais, Estelle? Est-ce que tu vas continuer à te morfondre, ou est-ce que tu vas essayer de faire quelque chose? Parce que malgré tout, même si j'avais jamais manifesté, j'ai jamais supporté l'injustice. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai créé le collectif Dehors Citoyens, et on a basé en fait la stratégie un petit peu du collectif sur le fait de se réunir, de faire des réunions. On faisait des petites réunions, ce que j'appelais des petites réunions de résistance, donc pendant tout le premier confinement. Une fois par semaine, on se voyait. Et du coup, c'est comme ça que j'ai organisé mes premières manifestations, qui prenaient la forme en fait d'un rassemblement festif. Tout simplement, je suis allée démarcher déjà des restaurants pour qu'ils puissent nous accueillir, qu'on puisse brancher la sono chez eux. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé la première manif, à avoir un musicien aussi qui faisait de la musique. Et comme le gouvernement ne voulait pas qu'on aille au restaurant, nous, on a fait... Il n'y avait que la vente à emporter qui était autorisée, donc nous on a fait vente à emporter, sauf qu'en fait on restait au même endroit, et puis comme on déclarait en manifestation, du coup on pouvait rester là. Et alors c'est assez touchant, parce qu'il y a des personnes qui sont venues me voir en me prenant dans les bras, en me remerciant, en me disant « Ah, merci, c'est une bouffée d'oxygène ». J'avais l'impression d'être limite un médecin qui avait sauvé une vie, parce qu'en fait il y avait tellement de morosité, de dépression.
Et bon, c'est exactement, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais c'est exactement ce que veut le gouvernement dans cette crise, hein, nous faire avoir peur, qu'on soit anxieux, et surtout qu'on ne se rencontre pas. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai voulu faire dans le collectif, se retrouver, créer du lien social, parce que c'est exactement ça qu'on voulait nous enlever. Les cafés, pourquoi les cafés littéraires sont nés, c'était pour débattre. Au début, au café, on se retrouvait, on partageait un moment et on échangeait des idées. Et donc, voilà. Et puis, après... quelque chose qui est sympa plutôt par rapport à la crise, c'est que comme je ne trouvais pas au bout d'un moment de guitariste, parce que le guitariste, c'est comme ça, les gens changent d'avis, il nous a suivis pendant 3 mois et puis après il a changé de camp, ou en tout cas il n'a plus voulu venir aux manifestations pour animer. Donc du coup j'ai commencé à apprendre la guitare, donc c'est quelque chose de positif. Et puis surtout aussi c'est qu'en fait j'ai rencontré moi des personnes qui sont géniales, qui sont humaines. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'en fait, je pense que je me suis fait des amis pour la vie, parce que les personnes que j'ai rencontrées pendant cette crise, c'est des personnes qui en fait partagent les mêmes valeurs que moi, et surtout des valeurs importantes, parce que la liberté, c'est quand même une valeur qui est fondamentale. Et je pense que on restera longtemps en contact, ou en tout cas on sera longtemps amis. Et surtout quand on a organisé l'ouverture du restaurant du Poppies avec Christophe à Nice, et on a vu un petit peu cette solidarité déjà qu'il y avait dans le collectif, parce que voilà, enfin, on se défendait, il y avait la police qui était là, qui voulait nous verbaliser pour non-port du masque, et tout le monde est resté vraiment solidaire. Et au final, cette ouverture de restaurant a eu lieu. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on aurait pu se laisser impressionner et se dégonfler, et on ne l'a pas fait. Donc ça montre aussi la solidarité, et ça c'est chouette. Et après, je dirais que j'ai beaucoup aimé aussi le fait d'organiser des petits, des événements, des rassemblements. Et il y a un moment, je vais parler de mon moment préféré dans tous les rassemblements qu'on a fait. J'avais fait venir une chanteuse en mars, et on avait fait, j'avais demandé qu'on chante L'envie d'aimer, et qu'on se prenne la main en fait. Et alors à ce moment-là, j'adore regarder ce passage, parce qu'il y a une émotion, et il y a des gens qui pleurent, mais en fait qui pleurent de bonheur, de se dire qu'il y a encore de l'humanité, qu'on peut encore se prendre la main, sourire et être heureux et passer un bon moment, alors que le gouvernement, on était totalement confinés et qu'on aurait dû respecter les choses. Donc moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut désobéir. Cette année, on va encore refaire la fête des amoureux de la liberté qu'on avait fait le 14 février 2021. Et on avait tous été verbalisés, mais on était restés là. Et là, on va faire aussi une petite flash mob. Et je trouve que c'est super, parce qu'en fait, à un moment, manifester, dire on est contre ça, je pense que... Enfin, c'est ma vision, c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi. Mais je pense qu'il faut qu'on attire un petit peu le positif, et qu'on demande quelque part à l'univers ce qu'on a envie, et pas de dire je suis contre ça. Non, je veux respirer librement, je veux pouvoir aller dans un restaurant librement, je veux dépenser mon argent comme je veux parler aux gens en voyant leur sourire. Et donc du coup, moi je dis il faut désobéir, et il faut faire des choses, même si c'est des petites choses. Et Bon, non, je ne vais pas vous donner rendez-vous, parce que à l'heure où ça passera, ce sera plus valable. Mais du coup, le 30 janvier, on va faire la flash mob. Le 30 janvier, on fait une flash mob. Et en plus, il va y avoir des musiciennes. Et c'est super. Voilà, on organise aussi des petits concerts lyriques. Et ça permet aussi de créer un monde parallèle. Et donc, il faut désobéir. Voilà, ça c'est mon message. Il faut désobéir. Et il faut faire des choses, même si c'est des petites choses. Aller devant des écoles, dire aux parents qu'il faut se poser des questions quand on dit qu'il faut porter le masque pour les enfants toute la journée, et qu'à la télé, on ne porte pas le masque alors que c'est en intérieur aussi. Il faut se poser des questions. Et c'est quand
chacun attend que l'autre commence, que rien ne se passe. J'aime beaucoup cette phrase de l'abbé Pierre, qui était un grand humaniste. Et du coup, voilà, je vous quitterai sur ces mots. Faites des choses. Où va-t-on? Où va-t-on? Et là, le 12 juillet, grosse déflagration parce que, à la fois sur le plan personnel, familial, parce que d'un seul coup, j'ai pensé à un milliard de choses. Ma réflexion s'est faite en arborescence. Et aussi une déflagration quant à ce que je fais, puisque je suis chercheur à l'université droit Toulon. J'effectue un doctorat qui m'arrive d'enseigner aux étudiants en contentieux de l'animal. Et là, d'un seul coup, je me suis dit, mais attends, autant d'années d'études, mais en fait, c'est un géant de papier, cet édifice juridique, et il vient de faire de ce colosse une boule de papier, et il vient de la jeter au loin. Un point aussi qui m'émeut beaucoup, c'est le parallèle que je fais vraiment avec la période 39-45, où certains bons penseurs, c'est très ironique de ma part, estiment que c'est le maître étalon. Au-dessus duquel il n'existe rien, à partir duquel on ne peut rien dire, et en dessous duquel, finalement, tout devient négligeable. Donc on se dit, mais où on place finalement notre ressenti? Et moi, en fait, ça me fait passer complètement à cette situation, parce que en 41, on avait l'étoile jaune qui permettait à une communauté d'être exclue de la vie sociale. En 21, on a le carré noir, qui limite aussi l'accès à une communauté de se rendre à la vie sociale. En 41, on faisait les expériences dans les camps de concentration, sans le consentement bien évidemment de ces personnes. En 21, on le fait à ciel ouvert en extorquant le consentement. Et là, je trouve que, alors on peut trouver ma comparaison abrupte, mais pourtant elle est réelle. C'est qu'une question d'époque, d'histoire, de sémantique, de glissement verbal, mais on est dedans. On est dedans parce que les méthodes sont les mêmes. On a des lois qui sont d'exception. On voit où les lois d'exception à l'époque nous ont menés. Aujourd'hui, on est encore dans des lois d'exception, mais qui deviennent pérennes. On voit aussi qu'on crée tout un arsenal juridique alors que notre arsenal juridique pourrait y suffire. Par exemple 2015, les attentats du Bataclan, on est rentré dans une urgence sécuritaire dont on n'est jamais sorti et dont on ne nous a jamais restitué les libertés entravées. Et aujourd'hui, on est dans une sécurité sanitaire qui a pour moi, il n'y a rien de sanitaire là-dedans, pour moi c'est complètement idéologique et politique, où finalement on voit que pour votre liberté, vous devez faire ça. Pour votre liberté, vous ne pourrez plus faire ça, etc., etc. Et en fait, on voit qu'on est dans un phénomène de cliquet sans que jamais on revienne finalement à ce que certains ont appelé le monde d'après, la vie d'avant. Moi, je vois ni monde d'après, un monde d'après dégueulasse, qui est complètement, pour moi, qui est révoltant, qui ne prend absolument pas compte ni respect du vivant dans son grand ensemble, et au contraire. Et là, je m'interroge parce que je me dis c'est une petite minorité qui fait régner cette terreur, qui fait régner cette vie dégueulasse. Et nous, en bas, la majorité, on est complètement sclérosés. On est dans une machinerie qui est complètement cinglée puisqu'il n'y a plus de séparation des pouvoirs. On voit que tous les pouvoirs sont collusés entre eux. On voit qu'il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de limites. Les instances qui sont supposées contrôler, finalement, être un contre-pouvoir n'existent plus. Tout est vérolé. On se dit, mais en fait, tout ça est un château de sable. Et on se demande comment ça tient encore. Et ça tient parce qu'il y a une majorité consentante. Et là, on est passé, pour la faire courte, à l'injection obligatoire par le truchement des interdictions à la vie sociale, ou l'autorisation à la vie sociale. Là, il y a beaucoup de gens, ça a eu un effet, on comprend bien, les gens, on est tous pris à la gorge, il faut payer des loyers, des crédits, etc., les études des enfants, tout ce que vous voulez. Et en fait, les gens, plutôt que, attends, on se pose, on se calme et on réfléchit, en fait, ils ont bien joué leur truc en haut, parce que c'est justement quand d'un seul coup on réagit par impulsivité, par peur, etc., qu'on va mal réagir. Parce que finalement, on ne réagit pas de manière posée, etc., en voyant, en examinant tous les paramètres.
Et là, des gens sont partis se faire vacciner, bon, très bien. Mais comme il n'y en a encore pas assez, parce que nous, on fait partie des récalcitrants, hein, nous, on fait partie des emmerdeurs, des empêcheurs de tourner en rond, puis en plus de ça, pas de chance, c'est qu'on trouve de plus en plus des preuves au support de ce que nous avançons, des preuves scientifiques notamment, des mises en perspective juridiques. Et là, on se rend bien compte que ça les enquiquine, qu'en plus, maintenant, il y a plein d'effets secondaires. Alors là, ça devient de plus en plus compliqué d'expliquer que ça fonctionne très bien, parce que ça fonctionne tellement bien d'ailleurs qu'au début c'est pour se protéger de soi, après c'est pour protéger l'autre, puis après maintenant ça protège tellement finalement personne qu'on parle de 3e, 4e injection, puis je pense que bientôt on parlera d'un baril à se mettre sous perfusion, ce qui est complètement fou. Et là en fait ils sont maintenant dans la d'autres démarche, et les tests maintenant, ça va être payant pour les non-vaccinés. Bon, c'est extraordinaire quoi. Et là je me dis mais en fait ils n'ont pas compris, parce que nous on s'en fout, nous les récalcitrants depuis le début, là les résistants, nous, on s'en fout de cette vie sociale pourrie qu'ils nous vendent. C'est pas la liberté, c'est pas la vie qu'on veut, c'est remettre le vivant au cœur de la société. Et certainement pas ça, parce que là on voit bien que ce qui est au cœur de la société, c'est le pognon, c'est le fric. Qu'est-ce qu'on y gagne? Rien du tout. Donc tout ça pour dire que, voilà, à mon niveau, comme beaucoup, on cherche à faire bouger les gens, à les faire réfléchir. Et c'est pas facile. Et en fait, on est un peu en état de lévitation. Et on sent bien qu'il va suffire d'une mèche. Et parce que là, pour le moment, on voit bien que les marcheurs là-haut, là, qui marchent d'ailleurs, qui piétinent, secs d'ailleurs, sont en train de humer l'air de leurs narines, ils sentent le soufre. Parce qu'ils sentent bien quand même que même si on n'est pas nombreux à ne pas s'exécuter, à ne pas vouloir plier ni se soumettre, ils sentent bien que là, il y a une colère quand même bien, voilà. Et là, en fait, ils sont en train de tergiverser, de voir un petit peu comment ils vont pouvoir faire. Parce qu'en fait, c'est peut-être nous, pour eux, les plus dangereux, pour eux. Parce que c'est nous qui allons faire tomber ce système. J'ai envie de croire, en fait, que l'humain va... à un moment donné, va remonter et se dire non, on ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Donc on est vraiment en lévitation, on va basculer. Quand? J'en sais rien. Moi, je lis pas dans le bar de café, mais je sens qu'on va basculer, et on va basculer dans un truc, à mon sens, qui risque de pas être trop sympa. C'est peut-être le prix à payer pour remettre du vivant, de la communauté, de la bienveillance entre chacun d'entre nous, parce que là, il n'y a plus du tout de bienveillance. Et en fait, on voit qu'on a une inversion de toutes les valeurs, de toute la morale. Il n'y a rien qui est cohérent, voilà. Et j'avoue que moi, j'ai envie de très très vite en sortir, parce que je suis inquiète pour mes enfants, je suis aussi inquiète pour les enfants des autres, parce que je suis aussi émue au sort de mes semblables, parce qu'on n'a pas su protéger nos soignants. Et ça, c'était un rempart. Et là, le rempart n'a pas complètement cédé, mais il a été sérieusement attaqué. Puis ensuite, c'est les salariés. Puis maintenant, ce sont nos enfants. Et là, je trouve que ça va beaucoup, beaucoup trop loin. Comment, s'il y a 2 ans, on nous avait dit vous allez voir, on laissera nos vieux mourir dans les EHPAD, on n'aura pas le droit d'aller les voir, on n'a pas le droit de les enterrer. On demandera à mamie d'aller manger la bûche dans la cuisine toute seule. Enfin, ça me paraît tellement dingue. Je me dis, mais ils se sont immiscés même au sein de nos foyers, de nous dire même qu'il ne faut plus se toucher, s'embrasser, etc. Vous vous rendez compte? En fait, cette distanciation sociale permet surtout de ne plus échanger entre nous. On voit bien intellectuellement ce qui se passe. Et je dis, non, au contraire. Au contraire, donc sans verser dans la psychose ou l'indifférence de ce qui se passe, parce qu'on ne peut pas nier qu'il y a un virus, on va l'appeler comme ça, qui n'est pas sympa et dont certaines personnes ont du mal à se relever. Mais est-ce que pour autant, on doit mettre notre vie en suspens? Parce que de toute manière, vivre, c'est déjà un risque. En tout cas, moi, je mets en parallèle, j'ai plus de chances de mourir d'un accident de la route ou en tant que piéton que d'attraper ce foutu Covid et d'en mourir. Alors pourquoi devrais-je jouer à la roulette russe avec ces injections, dont la démonstration est loin d'être positive, pour finalement quelque chose où l'homme a toujours vécu avec des virus, je vis avec les virus. Après, j'ai envie de dire, on devrait avoir une médecine au service de l'homme et pas une médecine au service du fric. Vous voyez, j'en reviens toujours et je me dis, on est toujours même, c'est pas on n'est pas au centre. Il faut remettre du vivant, il faut remettre de la bienveillance. J'espère qu'on va sortir de ça, en tout cas, de tout mon cœur.
En ce qui me concerne, l'histoire de ce que je vis depuis 20 mois est quelque chose de très intense parce que lorsque le président de la République français a annoncé au mois de mars, c'était le 14, qu'on allait être enfermé, confiné, emprisonné pendant 23 heures sur 24, j'ai eu un choc anaphylactique parce que je me suis dit comment se fait-il qu'on est face à une épidémie, face à un problème de santé, et que l'on décide de nous enfermer comme ça, brutalement. Et du fait que je suis avocat, j'ai aussi enseigné à la faculté pendant quelques années à Paris, je me disais, c'est où le fondement? Où se trouve la capacité juridique donnée au président de décider de son chef, de nous enfermer comme des prisonniers pendant 23 heures, et avec une attestation écrite par nous pour sortir, pour aller faire les courses, ou prenez son chien. À partir de là, j'ai regardé ce qui se passait, le décret du 16 mars qui a confirmé l'enfermement, la loi du 23 mars, le décret du 24 mars. Et là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de très fou qui allait se passer. Que nous étions dans une histoire qui n'allait pas d'abord durer un peu de temps, parce que la manière dont les choses étaient mises en œuvre était totalement rocambolesque, c'était quelque chose qui était totalement déconnecté de ce que j'avais connu en tant qu'avocat, en tant que juriste, en tant que professeur de droit aussi, de voir que l'on pouvait affronter, priver de liberté les gens, priver de la liberté d'aller venir, priver de tout, même de manifester, quasiment d'exprimer ses opinions. Parce que très tôt, dès le mois d'avril, l'État a mis en place quelque chose qui était assez ahurissant, une forme de contrôle, de propagande, de système de pensée qui faisait que dès le mois de mars-avril, on ne pouvait plus déroger à ce que l'État, à ce que l'exécutif allait décider et allait nous imposer. Et j'ai trouvé ça très étrange. Comment se fait-il que dans le cadre de ce qu'on appelle une lutte sanitaire qui nécessite la coopération du peuple, au lieu d'expliquer, au lieu de travailler sur la responsabilité, sur la capacité du peuple français, notamment de pouvoir réagir, de pouvoir suivre, de pouvoir affronter une situation en étant unitaire, on décide d'une manière extrêmement dictatoriale, autoritaire, d'imposer avec la contrepartie des sanctions financières, pénales, parce que on parle de contravention, donc ce sont des affaires de nature pénale et des conséquences de nature pénale, pouvant aller jusqu'au délit si quelqu'un ne respectait pas les consignes étatiques. Et de l'autre côté, ce qui m'a choqué profondément, c'est que je n'ai pas vu que l'on mettait en place une défense, entre guillemets, sanitaire digne de ce nom. D'accord qu'on ne connaissait pas très bien ce virus, d'accord qu'on avait peut-être des problèmes à le cerner, il n'en demeure pas moins que nous sommes dans un monde extrêmement et hautement technologique et que l'on pouvait envisager autre chose que dire aux gens « restez à la maison et prenez du Doliprane ». Et quand j'ai vu que la bataille médicale se portait contre le professeur Raoult, qui avait décidé et proposé des soins comme l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, qui a été utilisé en Chine, à Wuhan, dans la ville elle-même où le virus était apparu, et utilisé aussi par des grands de ce monde pour se faire soigner, je constatais qu'il y avait cette volonté farouche de empêcher toute capacité individuelle donnée aux médecins de pouvoir exercer leur métier. Beaucoup de questions se sont, je dirais, additionnées dans mon esprit. Et c'est pour ça que j'ai créé une association au mois d'avril qui s'appelle Réaction 19, qui a commencé dans un salon pour que je puisse m'exprimer pas en tant qu'avocat, mais en ayant une autre approche beaucoup plus libre que la parole de l'avocat, parce que l'avocat est un métier d'ordre, est un métier dans lequel on est astreint à certaines obligations, alors que en tant que président d'une association, je pouvais peut-être m'exprimer différemment, et je ne m'attendais pas par contre que j'allais avoir autant de succès, et que après avoir créé notre association à Troyes, nous nous retrouvons aujourd'hui avec 94 000 personnes qui ont adhéré à cette association. Et c'est parce que je me suis engagé corps et âme, et esprit aussi, et de tout cœur, pour me battre pour la liberté, qu'effectivement j'ai réussi à tenir. Parce que
Comme beaucoup ont dit, merci Carlo, merci pour avoir fait ce que tu as fait pour pouvoir nous donner de l'espoir, eh bien je me suis donné de l'espoir à moi-même en travaillant tous les jours, en tentant de comprendre ce qui se passait, en tentant de décortiquer les textes, en tentant d'apporter avec le droit des réponses. Et je me suis inspiré de deux pas de maximes ou de fables. C'est le mythe d'Antigone, où l'Antigone va se battre contre le loi injuste. Et de l'autre côté, je me suis inspiré du mythe de la caverne, dans lequel, effectivement, trop de gens restaient enfermés dans leur caverne, en train de regarder les ombres. Et donc, je me suis battu avec le droit pour que les gens sortent de la caverne et aient envie peut-être d'aller chercher des vérités ailleurs. Je ne dis pas de créer une pensée opposée à celle existante, mais celle de garder la liberté qui est l'essence de l'homme. Et de l'autre côté, le mythe d'Antigone, de se battre contre l'injuste et donner aux gens la possibilité d'utiliser le droit pour éviter de se faire écraser, pour éviter de subir la dictature et de se soumettre comme des esclaves. Eh bien, aujourd'hui, après tous ces mois, beaucoup de gens ont adhéré, beaucoup de gens aujourd'hui connaissent l'association, beaucoup de gens suivent l'idée qu'avec le droit, on peut être libre. Et c'est quand même le paradoxe que le droit est devenu une arme contre la loi. Parce que les lois, malheureusement, elles ne sont pas toujours justes. Malheureusement, les lois sont parfois des lois qui tuent la liberté. Les lois sont faites aussi par les dictateurs et les dictatures qui se cachent derrière la loi pour obliger les gens à les respecter. Moi, je suis pour les droits de l'homme. Je suis pour les 17 articles que le 26 août 1789, on a approuvés et qui ont fait de la France le phare du monde pour les valeurs du droit, pour le centrisme de l'homme, de l'individu, du sujet de droit et pas du sujet du roi ou du sujet de l'État. Ce que je souhaite, c'est de sauvegarder le maximum de liberté pour que la dignité de l'homme ne soit pas écrasée par une dictature sanitaire. D'accord, il y a un virus, mais ce virus n'a pas le droit de tuer la liberté et n'a pas le droit de tuer la démocratie. Donc, je suis Régine Clanet et j'habite le sud de la France depuis mars de cette année. Et auparavant, j'habitais Paris. L'année dernière, en 2020, au mois de mars, je viens ici pour voter et impossible de remonter sur Paris puisque du jour au lendemain, quasiment, il faut rester à la maison puisqu'on nous annonce que nous sommes tous confinés. À la fois une espèce d'incompréhension, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi vraiment? Est-ce qu'il y a une maladie mortelle? Moi, je ne comprenais pas. Je savais une chose, c'est que j'étais coincée finalement dans une maison où j'étais toute seule et il fallait que j'attende le bon vouloir des politiques, le bon vouloir des gens qui nous gouvernent pour pouvoir déjà retourner là où j'habitais, en l'occurrence à Paris, et puis pouvoir vivre normalement, quoi. Je suis restée ici toute seule pour quasiment 3 mois. Alors bon, on va dire la bonne nouvelle, c'est qu'ayant mes parents à côté qui sont âgés, pour eux c'était une peut-être c'était bien pour eux en fait que moi je sois là, puisque autrement ils étaient tout seuls, et quand on a près de 90 ans, la vie devient aussi compliquée, quand on est dans ces situations où on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et moi, depuis le début, je n'ai jamais cru à tout ce qui nous était proposé. Jamais. Pourquoi je n'y ai pas cru? C'est parce que quand on a commencé à nous donner des informations sur cette maladie, je me suis dit, mais attends, une maladie, soit on est en capacité de la soigner, soit on n'est pas en capacité de la soigner. Il s'avère qu'un éminent virologue, le professeur Raoult, pour ne pas le citer, d'emblée nous dit, oui, on a un produit qui permet de réduire la charge virale. Au lieu d'avoir une charge virale de 20 jours, on peut tomber à 6 jours en donnant donc la fameuse hydroxychloroquine.
Alors je me suis dit, bah, tiens, puisqu'on a le médicament, pourquoi est-ce qu'on ne le donne pas? Et au moins, ça permettrait aux personnes qui sont infectées et qui vont à l'hôpital d'avoir un temps, une durée d'hospitalisation nettement plus courte et donc, de fait, de réduire cette fameuse pression à l'hôpital. Et j'apprends qu'en fait, cette hydroxychloroquine devient interdite. Donc, je me suis dit, finalement, ce n'est pas qu'on ne sait pas traiter cette maladie, c'est qu'on ne veut pas. Et quand on ne veut pas, c'est qu'il doit y avoir des raisons. Autrement, quand vraiment on est pris par surprise sur quelque chose qui doit être très, très grave, eh bien, on essaie de trouver vraiment toutes les solutions pour résoudre le problème. Et là, la solution, on l'avait et on n'a pas voulu l'utiliser. Donc, j'ai commencé à chercher, continuer à chercher, me renseigner, etc. Et bien évidemment, pas par les médias traditionnels, mainstream, etc. J'ai commencé à écouter d'autres informations. Un jour, je suis tombée sur une interview de Carlo Brusa sur un support qui s'appelle Putsch. Et là, je me suis dit, ben, voilà, c'est exactement, il est en train de dire exactement ce que je dis. Bon, je n'ai pas la notoriété de Carlo Brusa. Quand il a annoncé qu'il allait créer une association pour défendre toutes les personnes qui allaient subir de près ou de loin toutes les inepties que le gouvernement était en train de nous pondre, je me suis dit, dès que cette association est créée, il faut que je la rejoigne. Donc j'ai rejoint cette association, ça devait être au mois de mai ou au mois de juin, dès qu'elle a été créée en fait, donc en 2020. Et puis, entre-temps, j'ai réussi à remonter à Paris, ou reprendre mon travail, puisque donc j'avais été en télétravail pendant plusieurs mois, comme un certain nombre de nos concitoyens d'ailleurs. Et bon, les choses avaient l'air de rentrer dans l'ordre, mais pas tout à fait, puisque le gouvernement nous maintenait avec cette espèce de pression. Attention, on vous reconfine, si vous n'êtes pas gentil, si vous ne mettez pas le masque, si vous ne faites pas ceci, si vous ne faites pas cela. Bon. Mais pour autant, les choses avaient l'air de rentrer plus ou moins dans l'ordre, et puis jusqu'au moment où on nous reconfine à nouveau. Bon. J'étais à nouveau ici, puisque je pouvais continuer à télétravailler. Et bon, à la limite, on ne peut pas dire que j'étais malheureuse de ce confinement. J'étais beaucoup plus malheureuse par le fait qu'on enferme les citoyens français, qu'on leur fasse croire tout et n'importe quoi, que nos citoyens soient finalement des personnes trop gentilles par rapport à ce qu'on leur faisait subir. Moi, j'étais vraiment très en colère par le fait qu'on décide de fermer les commerces non essentiels. Mais ça voulait dire quoi, les commerces non essentiels ? Alors je disais à mes amis commerçants, mais attends, et quand tu vas aller payer tes impôts, ils seront non essentiels aussi ? Là, on ne vient pas te dire non, t'inquiète pas, tu n'as pas à payer tes impôts, on t'a fermé ton activité pendant plusieurs mois, donc on ne va pas te demander de payer des impôts. Mais non, le jour où tu vas payer tes impôts, là, tu ne seras pas non essentiel, il va falloir que tu les payes. Et donc toute cette folie, moi, ça me mettait vraiment hors de moi. Mais je dirais heureusement qu'il y a eu la présence d'associations comme Réaction 19, comme Bon Sens, comme Réinfo Covid, enfin toutes ces associations qui, au fur et à mesure, ont donné d'autres informations que celles qui étaient véhiculées par le courant mainstream. Et je dois dire que grâce à eux, moi j'ai tenu le choc.
Et tout cela, en fait, m'a conduit à faire de la politique. Alors, ce n'était pas prévu. C'était pas prévu du tout parce qu'on me l'a proposé à plusieurs reprises au fil des années. Et j'ai toujours refusé. Et puis, là, je me suis dit, franchement, il y a quelque chose à faire. On ne peut pas rester sans rien faire. On peut pas baisser les bras. Et il y avait, au printemps donc 2021, les élections départementales et les élections régionales. Et finalement, en rejoignant l'association Réaction 19, j'ai été mis en contact avec d'autres personnes qui partageaient les mêmes points de vue. Dans cette association, nous venons tous d'horizons différents, que ce soit des horizons professionnels, des horizons culturels, des horizons religieux, des différentes pensées, différents âges, etc. Et on s'est tous retrouvés autour de cette association et autour d'un objectif commun, c'est de reprendre la parole qu'on a prise aux citoyens, redonner aussi la possibilité de décider pour nous les citoyens, et non pas continuer à être dans une situation où on a donné un chèque en blanc à des hommes politiques qui décident finalement de la vie ou de la mort des individus dans ce pays. Alors moi, j'ai 17 ans, donc c'est une drôle de période sur Terre en ce moment. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi? J'ai été pris dans le torrent de la peur, comme tout le monde, à cause des médias, dès le début du Covid. Puis j'ai très tôt commencé à écouter le Conseil scientifique indépendant de Info Covid, écouter le professeur Raoult, et ça a commencé à me rassurer, parce qu'il racontait que finalement il n'y avait pas tant de morts que ça, pas tant de personnes en réanimation que ça, que les jeunes au final n'étaient pas touchés. Donc ça m'a rassuré, et puis je trouvais ça un peu fou ce qu'on nous imposait au lycée. Le port du masque obligatoire dedans, dehors, dans les couloirs, plus le droit de se toucher, plus le droit de se faire de bisous, on se faisait engueuler pour tout et n'importe quoi. Impossible de créer une discussion en fait autour de ce qui se passait. Les professeurs étaient bloqués, ils voulaient pas discuter de tout ça. Donc moi je me suis fait pas mal attaquer en tout cas. On m'a mis des étiquettes, on m'a traité de complotiste, j'ai perdu des potes. Enfin c'était assez violent pour moi, donc j'ai décidé de me déscolariser. Je suis parti. Et là je me suis retrouvé tout seul un moment, face à moi-même et face au monde, et à comment il était en train de changer. Et en même temps, je commençais à me renseigner sur l'état de la planète, sur l'impact humain, sur le vivant, tout ça. J'ai écouté Louis Fouché, ça m'a apporté beaucoup de lumière, beaucoup d'espoir. Je me suis beaucoup attaché à ce type. Et au fil du temps, j'ai fait des rencontres, j'ai commencé à aller dans des manifestations, et là j'ai rencontré des gens géniaux qui m'ont apporté beaucoup d'espoir, beaucoup d'amour, et qui me permettent aujourd'hui d'avoir confiance en moi et de me sentir mieux. Parce que c'était dur de se sentir tout seul dans ma génération, résistant en fait. Je me sentais seul dans ma résistance. Il y avait personne qui suivait le même combat que moi. En fait, tout le monde trouvait ça normal, ce qu'on nous imposait. C'était pour le bien commun, donc soi-disant. Donc les gens ont accepté. Et j'ai pas compris pourquoi les gens résistaient pas. C'était vraiment un grand moment de solitude. Et maintenant, voilà, je suis là. Et, je pense qu'il y a de beaux jours à venir, qu'on va pouvoir construire de belles choses. Et en accord avec le vivant, en accord avec nous-mêmes. Et voilà, voilà, c'est tout. Parfois, je trouve ça long. J'aurais envie que ça aille plus vite.
qu'on se débarrasse de tout ça, que ce soit derrière nous. Parfois j'ai peur. J'ai peur que ça aille dans le mauvais sens. J'ai peur que on aille vers une tyrannie, que mes enfants soient pas en liberté, de me retrouver en prison. Parfois, j'aurais envie que le temps soit suspendu, que ça s'arrête au contraire, et que je puisse me réfugier quelque part, de m'enfuir en fait. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de refuge, qu'il n'y a pas d'endroit, que cette société, elle est cousue en moi. Et que si je m'en allais ailleurs, de toute manière, ça continuerait et on viendrait me chercher. Alors, je sens bien que il faut y aller, quoi. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'échappatoire, il faut faire ce qu'on a à faire. Et ça paraît énorme, ça paraît démesuré, bien plus grand que tout ce que je pourrais faire. Alors, souvent, j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur. Et puis à d'autres moments, j'ai plus de bienveillance pour moi-même et je me dis juste, je fais ce que je peux. Je fais ma part. Comme l'histoire du colibri. Et j'ai l'impression qu'elle est petite. J'aimerais faire plus, j'aimerais faire plus. Et je me rends compte que quand j'essaie d'en faire plus, en fait, ça sert à rien, au contraire. Ça sépare encore plus. Ça tire sur la famille. Les enfants ne me voient plus. Alors cet équilibre-là entre prendre du temps là maintenant pour mes enfants, pour ce que j'aime, pour nourrir ce qui est beau et ce qui me donne de l'énergie, contre versus prendre du temps pour lutter, pour être contre, pour faut que j'arrive à trouver le bon équilibre. Et petit à petit, je me suis dit que c'était important de, au fond, lutter différemment, d'accepter que l'autre n'est pas mon ennemi, que le système n'est pas mon adversaire, que c'est un partenaire. C'est quelque chose qui m'aide à trouver ma propre faille, en fait. Où est-ce que je suis fragile? Où est-ce que je suis pas encore assez stable sur mes jambes? Où est-ce que le collectif dont je fais partie est pas encore assez structuré? Et ça m'aide. Parce que chaque fois que je réfléchis comme ça, en fait, je me retourne à l'intérieur. Je me retourne sur le collectif, je me retourne sur moi-même. Et ça me fait travailler en profondeur. Et quand je vois ce qu'en sort, que ce soit les œuvres du collectif, des œuvres d'art, des productions vidéo, des productions scientifiques, de la mise en lien, des modalités, des modèles de société, de gouvernance, de partage du pouvoir très alternatifs, très novateurs, je suis fier en fait. Je trouve ça beau. Et je me dis, mais quelle chance! Et là, en fait, j'ai de la gratitude pour ce qui est en train de se passer. On avait fait un texte avec mon épouse sur la gratitude. Et c'était pas fin, c'était pas faux. C'est quelque chose qu'on vit vraiment. Et quand on se retourne et qu'on prend le temps de suspendre notre jugement, ce qui nous arrive est une chance. Vous savez, je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est cet idéogramme chinois, la crise, c'est l'opportunité. Parce qu'en fait, le monde, il allait déjà dans le mur. Il y avait déjà quelque chose qui allait pas. Et il n'y avait pas besoin de grand-chose pour s'en rendre compte. Il suffisait d'ouvrir les yeux. C'est d'ouvrir les yeux sur les gens dans la rue qui n'avaient pas à manger. Et on ne pouvait rien faire. Cette espèce d'impuissance, ce mur de verre à quelqu'un qui est là dans la rue, qui est en train de mendier, et je peux rien faire pour lui, en fait. C'est insupportable. Jusqu'à ce qu'on fasse semblant de plus voir. De voir qu'il y a des gens qui sont maltraités, des femmes, des enfants, des hommes. De voir que nos politiques sont corrompus, qu'ils ne cherchent pas le bien commun, que les multinationales financiarisées dirigent l'économie, que la santé n'est plus la santé, qu'elle est en fait un système de maladies à l'infini qui profite à des multinationales du médicament, que l'Internet et le numérique qui est censé nous mettre en relation et créer de la connaissance, en fait crée de l'ignorance et de l'isolement. En fait, tout ça, c'était déjà là. C'est pas nouveau. Sauf que là, il y a eu un révélateur. Comme en photo. C'est la vieille photo argentique, ça n'existe plus maintenant.
Mais le révélateur est arrivé et hop, le cliché s'est retrouvé là, exposé à la face de tout le monde. Et donc il y a des gens, ils font tout pour pas voir. Ils font tout pour pas voir. Ils sont dans un déni. Mais on voit bien qu'ils sont obligés d'avaler toutes les couleuvres, toutes les contradictions. Ça n'a plus aucun sens. Et c'est quelque chose qui est difficile, ça aussi, dans les familles. On essaie de comprendre ce que vit l'autre, mais il n'y a plus rien à comprendre. Et c'est comme en psychiatrie. En psychiatrie, quand quelqu'un a une schizophrénie, on dit qu'il y a une rationalité morbide. C'est-à-dire il y a un raisonnement qui va pas, quoi. Et tant qu'on essaie de comprendre, on se paume dedans, quoi. On est perdu dans les méandres. Jusqu'au moment où on accepte l'idée que ça n'a aucun sens. Et à partir de là, il faut en rebâtir un. Et je crois que là, les fragments du réel, ils sont en train de s'effriter de partout, comme si ça s'effilochait, le tissu de la société, ce qu'on vit. Pour la plupart des gens, l'épidémie, ça a été des chiffres, des nombres, des courbes, des images à la télé, mais ça n'a même pas été réel, en fait. Ça les a pas touchés dans le cœur. Ce qui les a touchés, c'est la politique sanitaire, en fait. Les contraintes qui ont été mises. Ça les a touchés, mais ils ont assimilé les deux, mais c'est pas vrai, c'est pas l'épidémie, quoi. Pas le virus, en tout cas. Et qu'à partir de tout ce qui s'effondre, là, il faut essayer de rebâtir une cohérence. Donc prendre les morceaux et patiemment réagencer quelque chose, réagencer une société. Rebâtir du lien social, rebâtir le fait de prendre soin des personnes âgées, des enfants. On n'en prenait déjà pas soin, en fait, avant. Il y avait déjà quelque chose qui n'allait pas dans le lien aux personnes âgées et aux enfants. Là, encore une fois, c'est évident et c'est montré à la face de tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait ? Rebâtir un système monétaire, rebâtir une économie, rebâtir une école, un hôpital. Bon, finalement, c'est assez joyeux comme projet parce que ça veut dire refaire toute la société et ça tient qu'à nous, en fait. Ça tient qu'à nous et chaque fois, la contrainte sera là pour nous aiguillonner, pour nous dire non, ça n'a aucun sens. Ce que je veux dire par là, c'est que si aujourd'hui tu essaies d'avoir des compromis avec le système, tu peux pas. Soit tu es emmené dans la tyrannie, tu auras un QR code, tu seras comme en Chine, où tu seras en tôle. Pour le moment, on n'y est pas encore, mais ça viendra peut-être. Soit il faut que tu sortes du système. Et ça, c'est pas facile. Sortir, ça veut dire abandonner ses appartenances sociales, abandonner ses amis, abandonner son confort matériel. En fait, c'est un deuil. Et moi, ce que je vis là, c'est un deuil. J'ai perdu mes amis, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu mon confort matériel. Mais en même temps, je suis libre. Et ça me rappelle la fable de La Fontaine sur le loup et le chien. C'est un loup qui est tout pelé, il a que la peau sur les os, il court. Puis il rencontre un gros chien bien gras. Et qui lui dit « Mais viens à la maison, là, t'auras tous les reliefs du repas des maîtres, etc. Il n'y a pas de problème, tu seras enfin, tu n'auras plus à compter, tu n'auras plus à te soucier du lendemain. » Et le loup voit la trace du collier sur le cou du chien. Il dit « C'est quoi ça ?»« Ah, ça c'est rien. » »« Mais non, c'est quelque chose. »« Ouais, c'est presque rien. C'est le collier que mon maître me met et avec lequel il m'attache. » Et le loup dit « Je veux rien de tout ça, moi. » Et il s'enfuit et il court encore. Donc moi, je suis plutôt dans la peau du loup. La liberté, pour moi, c'est une valeur forte. Et ça ne veut pas dire qu'il faut être tout seul. Le loup, il est en meute. Le loup, il hurle avec les autres. C'est un des animaux les plus sociaux, finalement. Donc, partons, courir dans les bois. Mettons-nous en meute, nombreuses. Et recréons une société désirable. Ça, c'est mon souhait, en fait. Et quand je pense à ça et que j'essaie de le mettre en œuvre, finalement, ça me rend très joyeux. Et léger. Voilà, mon témoignage. Peut-être dire quelques mots sur le système de santé, c'est mon travail, mais je crois que on avait abouti à un système de santé vraiment très toxique pour la santé des gens. Et c'est pareil, c'est une chance que la plupart des gens s'en rendent compte. Et que ceux qui veulent être en bonne santé, ils prennent soin d'eux, ça y est. Ils se sont réappropriés, ils se sont réautonomisés. Ils ont repris une souveraineté, en fait, sur leur propre santé. Ils ont recontacté la part vivante en eux. Et pour moi, ces quelques mots-clés que je viens de citer, là, autonomie, souveraineté, vivant, ça résume un peu cette crise et ce que j'aimerais qu'il en sorte. C'est qu'on retourne à l'autonomie et à un lien avec le vivant. Un lien avec le vivant qui soit pas...
c'est pas un truc de béni oui, c'est pas tout est parfait, etc. Mais c'est un lien diplomatique, c'est-à-dire accepter qu'on passe notre temps à négocier, à discuter, à voir ce qu'on peut faire ensemble, ce qu'on peut pas faire ensemble, jusqu'où on peut aller. Accepter que parfois il y a des excès, je vais boire un coup, je vais faire quelque chose qui est peut-être toxique à un moment, mais le reste du temps, je vais prendre soin de mon corps, je vais le laisser de se reposer. Et je perçois dans tous les aides-soignants, les infirmiers autour de moi, qu'en fait, ils maîtrisent des éléments de santé naturelle et intégrative que moi je connais pas, que j'ai jamais appris, et qui sont meilleurs que moi en fait. Puis je me tourne vers la société civile et je vois des citoyens, ils savent faire des jeûnes, ils savent faire des régimes, ils savent se procurer de la nourriture saine, faire de l'activité physique qui les met en santé et pas qui tire sur la machine jusqu'à les rendre malades. Et ça me rend super optimiste, parce que je me dis, ok, c'est l'effondrement du système de santé, du système de la toute-puissance des médecins et du médicament, et c'est l'avènement de l'autonomie des citoyens qui ont vraiment envie de prendre soin d'eux-mêmes. Et c'est pas quelque chose d'égoïste, parce qu'on pourrait voir ça comme quelque chose d'égoïste, parce qu'à partir du moment où vous avez contacté le vivant en vous, vous commencez à le contacter autour de vous. Et vous n'allez pas faire un champ bien propre, un jardin bien propre. Vous n'allez pas vouloir faire une usine qui produit toujours un peu plus de la même chose. Vous allez accepter la biodiversité, vous allez accepter d'être en diplomatie, encore une fois, avec le vivant autour de nous. Donc voilà, j'en ai parlé dans plusieurs interviews et je pourrais revenir longtemps là-dessus, c'est un sujet qui m'est cher, mais ça rejoint la question du rapport à la technique. C'est est-ce qu'on veut que de la technique, un médicament, un vaccin, soit toujours à l'extérieur quelque chose qui nous sauve, ou est-ce qu'on veut nous-mêmes décider de notre destin et se réemparer de la technique Parce que la question de la technique, c'est est-ce que j'en suis le maître ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui en est le maître et qui me dicte ce que je dois faire? Si j'ai des multinationales de la data et du médicament qui me disent comment je dois vivre et comment je dois interagir avec mes voisins et avec mes amis, ça va pas. Par contre, si nous, ensemble, on décide de ce que c'est qu'être en bonne santé, comment se nourrir, comment faire de l'agriculture pour avoir de la bonne nourriture, comment faire l'école pour que les enfants soient heureux, joyeux et libres, comment faire pour que nos personnes âgées, on en prenne soin, et qu'elles fassent partie de la vie, et qu'on se nourrisse de leur sagesse et de leur savoir, plutôt que de les reléguer au fin fond d'un EHPAD et de dire qu'ils ont perdu la boule et que ça sert à rien. Je crois qu'on aura fait le bon chemin, et on est en train de le faire. Donc je suis assez optimiste. Voilà. Merci beaucoup d'être là. Donc je vais vous parler de comment j'ai vécu la crise sanitaire depuis le début. Alors c'est vrai que, on va dire à titre professionnel, ça a été un chamboulement parce que du jour au lendemain, on s'est retrouvé à la maison et aussi d'un point de vue personnel. On s'est retrouvé chez ma belle-mère parce qu'elle avait de l'espace et tout ça, donc je pense qu'on n'était pas les plus malheureux. Et en fait, moi, j'ai plutôt très bien vécu le confinement. Parce que ça m'a permis vraiment de me recadrer sur mon essentiel. C'est tout à fait. Donc moi, la famille, comment on vivait, qu'est-ce qu'on voulait faire avec les enfants. Pendant le confinement, on faisait les devoirs avec les enfants, ce qu'on ne prenait plus l'habitude de faire, puisque c'était essentiellement fait à l'école. Et voilà, pendant les 2 mois et demi, 3 mois, on a vivoté, mais bon, j'étais au chômage partiel parce qu'il n'y avait plus d'activité dans mon travail, en tout cas dans l'entreprise qui m'accueillait. Et ce chômage partiel s'est prolongé jusqu'au mois de septembre. Au mois de septembre, on m'a annoncé qu'il n'y avait plus de travail pour mon poste. J'étais sous-traitant dans une grosse société qui n'allait pas très bien. Et donc, forcément, les sous-traitants ont été un peu liquidés. Comme dans beaucoup d'endroits, on va dire, dans l'industrie française, que ce soit chez Airbus, dans d'autres grosses sociétés. Finalement, il n'y avait plus que le nucléaire et le militaire qui tournaient à peu pendant, on va dire, cette période compliquée qui était à partir du mois de septembre. Et donc moi, j'ai décidé de profiter, on va dire, de ce temps où je pouvais mettre des projets en route pour vraiment me demander ce dont j'avais envie, en tout cas pour moi et pour mes enfants. Et donc j'ai commencé, on peut dire, à militer, on va dire, pour
pour la cause des enfants, pour l'histoire des masques pour les enfants à l'école. Et donc on a mis en place, en tout cas moi, j'ai mis en place beaucoup de procédures avec la directrice de l'école de ma fille parce que je l'avais retirée. Je voulais pas qu'elle porte le masque à l'école. Et c'est comme ça que tranquillement, je me suis retrouvé à la tête d'un collectif militant pour finalement plus de liberté, plus de possibilités de choix. On a commencé à mettre en place, donc j'ai rencontré d'autres personnes avec qui on a mis en place des rendez-vous, des rencontres, on pouvait partager un pique-nique, même pendant la période où on était confinés au mois de mars. Finalement, on se retrouvait quand même à l'extérieur, des fois, parfois même à une cinquantaine, pour pouvoir juste discuter avec d'autres personnes, échanger nos avis sur ce qui se passait et juste profiter de l'humain qui était présent. Et ces rencontres-là nous ont permis à plusieurs groupes dans le Var, donc là où j'habite, de pouvoir aussi former des listes pour les départementales et montrer aussi que le citoyen était encore présent. Alors c'est vrai qu'on n'a pas fait un gros score, mais ça a réveillé chez la plupart des gens qui soutenaient un petit peu ce mouvement un esprit de corps qu'il n'y avait pas encore jusque-là. Et pour moi, ce qui s'est passé sur cette période de mai-juin de cette année, ça crée vraiment les fondements de ce qui est en train de se passer actuellement. Tout le mouvement citoyen où les gens commencent à se regrouper pour parler d'autonomie, pour parler, on va dire, de liberté de choix, notamment vis-à-vis de l'éducation pour les enfants. Notamment vis-à-vis aussi des choix, on va dire, pour tout ce qui est médical. Et donc moi, je suis assez satisfait de ce que ça prend, de la forme que ça prend, parce que en fait, c'est plus ou moins tout ce que j'ai toujours voulu, c'est que les gens commencent à travailler ensemble. Alors c'est vrai, peut-être qu'on peut dire qu'on n'est pas encore énormément à faire ça, mais l'esprit de groupe et en tout cas l'intelligence collective qui est en train de naître de tout ce travail, va à un moment donné profiter à l'ensemble. Et nous, c'est ce qu'on est vraiment en train de travailler, c'est trouver des solutions pour qu'en local, on puisse vraiment travailler ensemble, avancer ensemble. On a beaucoup de ressources un peu partout où on se trouve sur le territoire pour travailler, que ce soit des matières premières, que ce soit des terrains agricoles, que ce soit des compétences. Il y a énormément de monde qui sont sur le terrain. Et voilà, et moi, ça me ravit. C'est beaucoup de travail, on sait qu'on n'en est qu'au début. Mais comme le groupe commence vraiment à grossir, on se retrouve avec de plus en plus de compétences et voilà. Donc ça c'est vraiment, on va dire, ma satisfaction vraiment de ce tournant de crise qu'on pourrait dire qui en fait, et oui, il y a une crise sanitaire sans doute, mais je pense surtout économique et sociétale. Et c'est une manière aussi de faire un pied nez à ce qui est en train de se passer en disant que nous, oui, on va refaire société en local. Et on va travailler ensemble pour construire quelque chose qui est à notre image et à l'image de l'humain. Je m'appelle Pierre Delataille et je suis toulonnais depuis 2 ans environ. Donc je suis arrivé un petit peu avant le début de cette crise sanitaire et je suis engagé dans un bar associatif. Voilà, un lieu que j'essaye d'animer malgré tous les événements et puis un secteur qui est frappé vraiment par toutes les lois et les décisions politiques actuelles, secteur de l'hôtellerie-restauration. Donc personnellement, j'ai essayé de m'adapter comme beaucoup de Français aux circonstances et à toutes ces lois, ces confinements, couvre-feu, ces privations de liberté, ces masques, et voilà, tout ce qui nous arrive depuis 1 an et demi et qui a impacté nos vies quotidiennes, qui continue à impacter notre réalité. Et personnellement, voilà, j'ai voulu continuer à ouvrir ce bar dans lequel je travaille pour accueillir un maximum de personnes. Je ne donnerai pas le nom du bar, évidemment, pour pas avoir de problème. Mais paradoxalement, durant les confinements, les couvre-feux, on n'a jamais eu autant de monde dans ce bar associatif que durant
d'autres périodes. Quand je suis arrivé, voilà, quand on avait 2-3 clients, c'était super. C'était un peu, on se demandait quelle stratégie de communication on allait, comment on allait, voilà, essayer d'attirer les personnes dans ce lieu. Et finalement, on a su tirer notre épingle du jeu, et pas vraiment pour des raisons financières, hein. Le but, c'était vraiment humainement de permettre aux gens de continuer à vivre et de pouvoir aller dans un lieu de sociabilité avec un peu de chaleur humaine et également de la bonne bière. Mais parce que je pense que s'il y a... Alors on peut dire plein de choses sur la crise actuelle, sur la gestion de cette crise sanitaire, sur son instrumentalisation politique et sur des décisions gouvernementales souvent incompréhensibles. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai voulu ouvrir pour que les personnes puissent continuer, voilà, ne pas s'isoler. L'homme est un animal social. Et donc du coup, voilà, j'avais vraiment en tête de ne pas laisser tout ça nous voler notre convivialité. C'est vraiment un art de vivre aussi, l'art de la table, de la rencontre, des discussions et tout ça. Voilà, les bars, les restaurants sont des lieux qui permettent à notre humanité d'exister et de vivre pleinement. On n'est pas fait pour vivre en cage, isolé, masqué, coupé de ses semblables, enfermé chez soi devant sa télévision. On est fait pour rencontrer les gens. On est fait pour nourrir des relations. C'est ça, je pense, profondément qui rend heureux. Et par ailleurs, je suis aussi chrétien. Ça fait partie de mon existence. Et la foi chrétienne, c'est aussi ça, c'est de prendre le risque de la rencontre. L'autre n'est pas quelqu'un dont il faut se méfier, mais au contraire, il faut aller vers lui, et peu importe les circonstances. Et c'est ça, je pense, la grandeur de l'être humain. Je pense à saint François d'Assise, par exemple, qui embrassait les lépreux, il les prenait dans les bras. Il ne se demandait pas s'il allait attraper la lèpre et devenir malade. Et je crois que ce qui est terrible dans cette crise et dans, je dirais, cette propagande, j'ose le terme médiatico-politique, oligarchique, c'est qu'on veut faire peur aux gens depuis le début. On joue sur la peur. Et ça, voilà, moi je ne suis pas médecin, virologue, spécialiste scientifique. Par contre, quand je regarde le monde autour de moi depuis 1 an et demi, quand je regarde la façon dont les médias nous abreuvent de fake news, parce que les fake news viennent de ces médias mainstream, et je leur ferai pas de publicité ici, et de cette propagande gouvernementale, voilà, je me dis qu'on cherche à manipuler les gens. Et quelqu'un qui a peur, on le manipule très facilement. On en fait ce qu'on veut, et il y a beaucoup de Français, malheureusement, je pense, qui sont tombés là-dedans et qui ont été nourris d'anxiété, d'angoisse, de peur. Et en tout cas, moi, c'est ce que j'essaye à mon échelle, en tout cas, dans l'engagement que j'ai actuellement, d'accueillir les gens. J'ai aussi ouvert quelques mois, j'ai essayé d'ouvrir un espace de coworking en journée, parce que d'habitude, on est plutôt ouvert en soirée au bar. Voilà, les gens pouvaient venir travailler avec leur ordinateur, prendre un café. Et voilà, donc je suis vraiment très content de pouvoir m'engager, parce que je pense que le changement passe par l'engagement personnel, par des petits gestes, par des décisions qui vont pas forcément être grandiloquentes, par des conversations, par différents types d'actions. J'ai aussi participé à de nombreuses manifestations, voilà, depuis quelques mois, à Place de la Liberté, à Toulon. Je me souviens, au départ, on n'était pas très nombreux. J'avais fait une banderole
avec écrit en gros liberté confinée. D'ailleurs, les policiers avaient fini par la prendre. C'est dommage parce qu'on avait bien travaillé dessus. Et tout ça, ça a permis aussi de faire beaucoup de rencontres. Et je pense que voilà, de découvrir des gens que j'aurais pas découvert autrement. Voilà, en prenant aussi le micro dans les manifestations, en faisant, voilà, en liant de nouvelles amitiés. Et c'est pas terminé en fait, parce que le problème continue. Personnellement, je vis un peu au jour le jour parce que je pense que le monde est très instable, que la situation politique et sociale est vraiment voilà, peut basculer d'un jour à l'autre. J'en suis convaincu et certains me traiteront peut-être de complotiste ou de prophète de malheur, mais personnellement, je préfère. Voilà, ça fait longtemps que je suis assez, je pense, entre guillemets, conscient de ce qui se passe. J'essaye de le partager autour de moi avec plus ou moins de réussite. Voilà, notamment aussi sur les réseaux sociaux, malgré tout, même s'il y a pas mal de censure, ça permet quand même de faire véhiculer un peu l'information qui est censurée, qui est filtrée par les médias mainstream, qui appartiennent tous à une poignée de milliardaires ou dont l'État est actionnaire. Donc, je pense voilà, il faut être créatif, il faut et puis surtout véhiculer, voilà, être ce que je disais quand je parlais en manif. Chacun de nous, on est appelé à être une étincelle d'espérance, une étincelle de liberté, une étincelle de résistance. Et peut-être qu'un jour, le feu prendra vraiment et permettra de sortir grandi de cette période particulière, compliquée. Ben, je suis là parce que ça me permet de rencontrer des gens qui sont comme moi et qui vivent comme moi cette période difficile qui est le Covid. Un an, ça nous est tombé dessus et puis il a fallu continuer à vivre. Alors au début, c'était un peu de la survie en fait, hein, mais très vite en fait, on s'est mis à... Enfin moi, je me suis mis à vivre, à me dire non, je vais continuer parce que c'est important, quoi. C'est important que le Covid ne soit pas comme ça. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'actuellement, les gens sont terrorisés par ça et tous en trouvent changé les relations familiales avec nos enfants, avec nos petits-enfants, avec nos personnes âgées. Moi, ça fait 1 an qu'on n'a plus fait de cousinade. On en faisait souvent, on faisait ça tous les ans, rencontrer les cousins, les cousines, c'était super. Voilà, on voyait la nouvelle génération, on voyait les petits grandir, c'était super. Et là, ça fait 1 an, plus rien. Et puis, voilà, heureusement, bon, je dis pas que ça remplace, mais je travaille. Alors, je vois des patientes, je vois des nouveau-nés, c'est super, je suis contente. Et puis, je travaille, j'enlève mon masque, j'avoue. Et mes patientes aussi, et je fais du yoga, et je respire, et je respire la vie, en fait, je suis heureuse. C'est difficile de dire que malgré ce temps de Covid où tout le monde est terrorisé, non, mais moi je suis heureuse, j'ai des projets, j'ai envie de partir en vacances. Alors, je m'en fous, hein, je ne partirai pas à l'étranger ou dans des pays lointains, et en fait ça m'est égal, parce qu'en fait moi, ce qui m'intéresse, c'est comme aujourd'hui, ce pique-nique, la campagne, des gens sympas, voilà, ça me suffit en fait. Après, on en discute beaucoup avec mon compagnon, là, Daniel, mais on n'a pas la même approche. Moi, je vis comme un bisounours. Lui déjà, il lutte, et puis des fois, il est en colère. Et puis des fois, ça crée des tensions entre nous, parce que comme il est en colère, ça a des répercussions sur nous, des fois, sur notre couple. Et j'ai pas envie de ça, alors... Une fois qu'on s'est dit un peu les choses, ça repart. Et puis on est là, on est contents tous les deux, quoi.
Voilà. Enfin, j'espère que ça continuera, que les gens découvriront en fait qu'ils ont des choses autour d'eux à vivre vraiment, à être heureux. Voilà. Et la vie, elle va continuer, coûte que coûte. Voilà. Écoute, merci. En fait, moi je suis heureux d'être là avec vous, être là avec Nicole et puis avec tous ces gens qui ont la foi et qui ont envie de faire quelque chose dans cette période historique où il se passe quelque chose de compliqué. Voilà, on sent un danger pour l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Et puis, on cherche comment, à notre niveau, pouvoir intervenir. Voilà. Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu des parents aimants. Voilà, j'ai eu une enfance heureuse, beaucoup de liberté. J'ai toujours fait à peu près ce que je voulais, ce qui m'intéressait. Et puis en fait, c'est important pour moi de faire en sorte que dans mon environnement aussi, les gens puissent s'épanouir en liberté et qu'ils aient un avenir qu'ils ont choisi. Voilà, qui seront aidés par l'entourage, par la société pour s'épanouir. Malheureusement, ce que l'on présage, c'est pas ça. C'est quelque chose où nos libertés sont attaquées de partout. Et on n'a pas envie de ça. Alors aujourd'hui, c'est un bonheur de voir que nous sommes nombreux à partager cette analyse et cette société qu'on a aimée, qu'on aime toujours, hein, mais où on nous a inculqué des valeurs qui sont essentielles pour nous. Ces valeurs, notamment le respect des anciens. On a envie que ça perdure parce qu'il faut pouvoir vivre qu'il y ait une harmonie entre les générations et c'est de ça dont il est question. Voilà. Donc on continuera à faire de notre mieux pour essayer d'influer sur le cours de l'histoire à notre niveau et puis pour s'impliquer dans ce sens-là. Voilà. Donc je voulais témoigner pour profiter de l'occasion pour dire ce que j'avais à dire par rapport à tout ça. Peut-être qu'il y a des gosses qui, plus tard, des enfants ou des gens qui verront ce témoignage. Donc voilà, je voulais dire que nous, ici à La Grange, on est des gens on s'est tous rencontrés en manifestation. Et voilà, on a décidé de monter un collectif pour, en quelque sorte, pallier aux carences de la société, quoi. Et de nous-mêmes fournir le travail qui est fourni par l'État aux gens qui ont un pass ou j'en sais rien. Enfin, voilà, les gens qui ont choisi, entre guillemets, de se soumettre à ce mode de vie-là. Nous, on a décidé de faire la chose par nous-mêmes et de, quelque part, reconquérir notre liberté aussi par rapport à ça. Donc voilà, c'est vrai que des fois on se pose des questions, ça fait un peu peur. Mais une fois qu'on a pris la décision, on se lance et franchement, c'est vraiment que du bonheur. Alors voilà, c'est une petite société, donc il y a beaucoup de... Il y a aussi des... Voilà, et ça passe aussi par le relationnel. Donc des fois, il y a des petits coups de Trafalgar, des petits... Mais on apprend beaucoup. Même moi, récemment, là, j'ai encore appris sur moi-même, enfin vraiment des trucs perso. Pourtant, voilà, j'avais déjà écumé, mais... Et voilà, on grandit, quoi. On grandit, on est tous ensemble. On est dans le même état d'esprit. Et voilà, c'est génial. Donc là, nous, voilà, on a organisé un petit marché. On essaye d'aménager le coin que, voilà, comme j'ai dit, pallier aux carences de l'État. Mais s'il y a des gens qui n'ont pas accès à l'alimentation, j'en sais rien, parce qu'ils ont perdu leur travail, des trucs comme ça, on essaye d'être là pour déjà apporter du réconfort et puis même de la calorie, quoi, on va dire.
Et voilà, je suis super content et je souhaite à tout le monde de vivre ça, quoi. Parce que c'est ça la vie, quoi, en fait. Donc, ce fut une drôle de période pour moi, que ce premier confinement. Tout avait commencé déjà par une situation matrimoniale un petit peu compliquée. J'étais en train de me séparer de mon mari quand Emmanuel Macron a décidé de nous faire un peu de rab et on s'est retrouvés confinés tous les deux avec les enfants sans savoir combien de temps cette situation allait durer. Donc très vite, j'ai compris que, à la fois d'un point de vue national, on vivait une période compliquée et historique, mais moi aussi, je vivais une période charnière dans ma vie. Je suis journaliste de formation, mais suite à cette crise conjugale, j'arrivais plus du tout à écrire. Et très rapidement, dès les premiers jours du confinement, j'ai eu ce besoin de coucher sur le papier ce que j'étais en train de vivre, tant sur le plan personnel que cette histoire avec les règles qui changeaient toutes les semaines. Je faisais de la course à pied, puis à un moment, on n'avait plus le droit de courir entre 19 et 20 heures, je ne sais plus les horaires, mais les règles changeaient et étaient complètement absurdes. Donc j'ai écrit un journal de bord tous les jours, d'abord pour moi, de cette situation dont on ne savait pas quand elle allait prendre fin. Et pendant 2 mois, j'ai écrit jusqu'au 11 mai et j'ai décidé que finalement ça ressemblait à un petit livre et qu'au 11 mai, ce serait le point final et que j'aurais pris des décisions au moment où on nous libérerait. Moi aussi, je me libérerais de cette situation où je ne voyais pas d'issue. Donc pendant ces 2 mois d'écriture et de réflexion sur ma vie, j'ai décidé de rentrer chez moi en Auvergne. J'avais suivi mon mari en région parisienne, on était confinés en appartement et le besoin de rentrer à la maison s'est fait sentir. Donc j'ai tout mis en place et à l'issue du premier confinement, j'ai posé ma démission. Je me suis acheté une petite voiture et j'ai cherché une petite maison à louer en Auvergne qui m'attendait. Elle n'était pas louée depuis 1 an et demi, 2 ans parce qu'elle était dans son jus, que personne ne voulait la retaper. Donc elle m'attendait, cette maison. Elle me tendait les bras, les étoiles se sont bien alignées. Et je suis partie en juillet 2020. J'ai refait ma vie en Auvergne, je me suis rapprochée de mes amis, de mes racines, de mes parents. Et j'avais laissé de côté un petit peu tout ce qui était artistique et que j'aimais exercer. Et petit à petit, au fil des mois, je me suis reconnectée à tout ça, à l'écriture. Alors avec les différents confinements, évidemment, il y a des choses qu'on n'a pas pu faire tout de suite. Et puis, depuis qu'on est un petit peu plus libre, je fais des ateliers de chant. Je fais de la danse, je continue l'écriture. Entre-temps, j'ai sorti ce livre. J'ai signé un contrat chez un éditeur, un petit éditeur. Et donc, j'ai sorti ce livre en décembre 2020. Donc, ce livre continue sa petite vie aussi, avec des petites séances de dédicaces ponctuelles et des lecteurs avec qui j'échange énormément et qui m'ont donné confiance. Un éditeur qui croit aussi en mon potentiel. Donc j'ai d'autres projets de livres dans les tiroirs que je travaille. Et voilà, je pense que moi, ce confinement m'a libérée à la fois de cette crise conjugale et à la fois je me suis reconnectée à moi-même. Je me suis posé les questions, qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie et donner un sens à tout ça, me rapprocher de ma famille, de mes proches, de me reconnecter à mes valeurs qui sont je suis fille de paysan et moi j'aime la campagne et je me suis dit mais qu'est-ce que je suis allée faire en région parisienne, ça me ressemble pas finalement. Donc maintenant c'est qui m'aiment me suivre puisque je suis bien implantée dans mon Auvergne de retour. Professionnellement c'est encore un peu l'aventure. J'ai fait des petits boulots, je continue, plutôt dans l'éducation nationale parce que ça me plaît bien. C'est une aventure que j'ai démarrée quand je vivais près de Versailles et que je continue ici parce que ça me plaît. Mais je veux vraiment continuer à exprimer cette fibre artistique. Donc je m'amuse, j'ai décidé de m'amuser. Le mois dernier, j'ai fait de la figuration dans un court-métrage. Voilà, je participe aux petites aventures qui se présentent et bizarrement, plein de choses se passent depuis que j'ai changé de vie. Donc j'ai confiance pour la suite.
Alors moi, j'ai envie de commencer en fait par vous dire que tout va bien. Que j'ai jamais été aussi épanouie, heureuse et alignée qu'en ce moment. Et donc, j'ai envie de dire merci le Covid, en fait. Parce que ça a changé beaucoup de choses, ça a recadré beaucoup de choses. Et ouais, je pourrais pas me sentir mieux qu'en ce moment. Alors en fait, donc au début du Covid, je vivais à Villeneuve-sur-Lot et j'ai passé le premier confinement dans ce petit appartement avec mon balcon, à profiter du beau temps et ça m'a pas traumatisée plus que ça. J'aimais bien le silence. J'ai beaucoup créé. Je suis créatrice d'objets de décoration, donc je fais beaucoup de peinture, de macramé, plein de petites choses comme ça. Et donc j'ai passé mon temps à créer, à inventer plein de choses. Et ça, c'était la première année, en fait. Et j'ai passé l'année enfermée dans l'appart et ça m'a très bien... Enfin, ça m'a permis de me centrer vers moi-même et de me redéfinir et de voir ce qui était vraiment important pour moi, de me réinventer et de me redécouvrir aussi, parce que voilà, j'ai découvert plein de choses sur moi. Et puis la deuxième année, c'est là où ça a tout bougé, là, tous les derniers 6 mois en fait. Là, on est donc en novembre 2021. Non, on n'est pas en... Oui, novembre, oui. Et donc à partir de l'été, juillet, en fait, en juillet, j'ai eu la chance de faire un petit marché à Agen, où je pouvais exposer mes tableaux et mes œuvres. C'est là que j'ai rencontré Nathalie, qui est devenue très très rapidement une très bonne amie. Et donc, à partir du moment où j'ai rencontré Nathalie, les choses se sont enchaînées à une rapidité incroyable. Moi qui avais passé plus d'1 an enfermée chez moi, à voir personne, à avoir aucune vie sociale, depuis que j'ai rencontré Nathalie, on a créé ce lieu, La Grange, dont vous avez déjà entendu parler, je crois. Et là, je suis entourée de gens, il y a des gens partout, et donc ça réveille plein de choses que je n'attendais plus et que j'espérais plus et que je pensais plus jamais même ressentir. C'est très bizarre. Maintenant, les rares fois où je me retrouve seule, je suis là, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont où tous? Je suis un peu déstabilisée, donc je navigue en eau trouble, en fait. Je ne sais pas trop. J'aime toujours être seule, mais je me suis attachée à plein de gens que j'ai découvert grâce à cette première rencontre. Donc Nathalie, j'ai emménagé ici ensuite. Donc c'était en travaux, quand je suis arrivée, il y avait beaucoup de choses à faire. Et donc je me pose ici, c'est un nouveau lieu, c'est la campagne, on a des poules. Et oui, je sais pas, je revis, je respire mieux, et puis j'ai hâte d'avancer. Et puis, en fait, je me rends compte que j'ai déjà dépassé toute cette période, que j'y suis déjà plus, quoi. Que je suis déjà dans le futur, dans le monde d'après, le monde sans Covid, le monde sans vaccin. Voilà, je vis ma vie au jour le jour, sans me poser de questions, je bosse pas. Je gagne pas de sous, je touche mon RSA depuis 1 an, puisque j'ai créé mon entreprise juste avant le premier confinement, et donc forcément, entreprise d'objets de décoration, je suis pas, comment il disait au début, je suis pas importante, quoi. Je sers pas à grand-chose dans la société d'aujourd'hui. Donc voilà. Mais ouais, donc c'est pour ça, tout va bien, en fait. Tout va bien. Ouais, je repense souvent à la lettre de Louis Fouché qu'il avait écrite avec sa femme, où il disait merci d'avoir voulu nous séparer, parce que tout ce que vous avez réussi à faire, c'est à nous réunir finalement. Donc merci à vous. Donc moi, je suis prof de théâtre.
Et là, en 1 an, on a été confinés 3 fois. Et donc, j'ai fait 3 fois des cours de théâtre en vidéo avec des enfants et des ados. Les ados avec lesquels je travaillais, ça a été horrible en fait. Ça a été horrible en particulier avec les ados. Donc avec les enfants, on a travaillé sur de la manipulation d'objets, de marionnettes, de trucs. Et en fait, ça les faisait bien marrer. Les ados n'avaient pas du tout envie. En fait, on avait commencé à travailler sur une pièce et ils voulaient jouer leur pièce devant le public. Donc on a continué au début à travailler le texte. Puis ça marchait pas, évidemment. On était des ados, donc ils étaient dans leur chambre, moitié avachis sur le lit. J'avais beau leur dire, allez, on se met debout, on s'ancre, on machin, on porte la voix. La maman qui travaille en télétravail dans la pièce d'à côté. Et la petite sœur qui rentre dans la chambre tout le temps. Enfin, je veux dire, c'était impossible de les mettre dans l'état, en fait, qui est quand même un espèce d'état second. Enfin, on n'est plus que soi-même, quoi, quand on joue. On est dans une autre dimension. Et donc, c'était absolument impossible, en fait. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas trouvé le chemin pour les faire travailler ça. Et du coup, on a travaillé avec la caméra. Et donc, ils se sont filmés, soit avec leur webcam. Alors, il y a des filles qui étaient très copines qui se sont vues dans les bois pendant le confinement pour faire des vraies scènes, en fait, pour jouer ensemble. Et il y avait des trucs super beaux, en fait, qu'ils avaient fait. Il y avait des trucs drôles, il y avait des trucs beaux, il y avait des trucs insolites, quoi. Enfin, le matériau était quand même vachement intéressant. Et par contre, c'était un peu déstructuré parce que chacun bossant quand même de son côté, comme ils n'étaient pas les uns avec les autres au moment où ils tournaient, le truc, il allait un peu chacun de son côté. Et donc, j'ai fait un montage de tout ça qui était un peu tiré par les cheveux. Parce que du coup, il y avait des incohérences, donc je rajoutais du texte entre les scènes pour expliquer que le monsieur finalement est une dame. Enfin, voilà. Et on a montré ça devant les parents à la fin de l'année, en fait, quand on avait eu le droit de se retrouver. Et quand j'ai vu leur tête, moi c'était horrible en fait. J'étais assez contente en fait du résultat. Je trouvais ça marrant. Et c'était une espèce de fourre-tout de plein de trucs. Et puis c'était le témoignage d'une période difficile qu'on venait de traverser. En juin 2019, on ne s'imaginait pas qu'on allait être confinés tous les 3 mois pendant je ne sais pas encore combien de temps. Et donc c'était passé en fait. Donc il y avait cette espèce d'objet hybride cinématographique, vidéo, je sais pas comment ça s'appelle, qui était le témoin de cette période difficile et donc qui était branlant, quoi. Enfin, c'était pas... On n'avait pas invité des gens pour venir regarder le truc, quoi. C'était entre nous. Et quand j'ai vu leur tête, c'était horrible. Donc j'ai projeté le film sur la télé qu'on a à l'école. Je regardais l'écran en même temps qu'eux. Et puis à la fin, je me suis retournée vers eux. Je pense que je devais avoir un sourire comme ça, quoi. Et j'ai vu leur tronche. Mais tous, ils étaient 8. Ils avaient ça me donne envie de pleurer, en fait. Ils étaient désespérés, en fait, de se voir à l'écran. On n'avait pas pu travailler parce que le truc de la caméra, c'est quand même... Il y a même des acteurs professionnels qui ne veulent pas les voir au cinéma, quoi. Sa propre image à l'écran, c'est déjà un big deal. Moi, je ne fais pas de cinéma, je suis prof de théâtre, j'ai jamais fait de cinéma, c'est pas un truc qui m'intéresse, le cinéma, justement parce qu'il n'y a pas ce contact physique, quoi, de matière humaine, de transpiration, de partir ensemble dans un
dans une aventure qui dure 1h30 et qui dure, enfin, des répètes de théâtre et le tournage d'un film, ça n'a rien à voir. Et donc j'avais très peu de conseils à leur donner en fait. Et puis de toute façon, j'étais pas là au moment où ils tournaient. Et évidemment, il n'y avait pas de maquilleuse, de tout ça. Il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de décor. Ils n'ont pas organisé le cadre et tout ça. Enfin, ils ont fait ce qu'ils ont pu, quoi. Mais... Et en fait, je leur ai pas demandé. Le directeur a pris la parole. On a fait c'est la fête, tout va bien. Hein. J'ai pas vraiment parlé avec eux après. Mais leur visage, en fait, une déception, mais je sais pas très bien s'il y avait de la honte à l'intérieur, du dégoût de soi, un truc qui était mais tout le contraire de ce qu'on essaye de faire dans une école d'expression, enfin de pratique artistique, quoi. C'est-à-dire que on veut que les gamins ils se découvrent, qu'ils se rendent compte qu'ils sont plus grands que ce qu'ils imaginent, qu'ils se trouvent beaux. Enfin, on fait du théâtre, à la fin d'une pièce de théâtre, on est applaudi, quoi. On fait pas ça pour se prendre des tomates dans la figure. Et là, j'ai vraiment eu l'impression qu'ils s'étaient... en plus, c'était eux-mêmes qui s'envoyaient les tomates dans la figure, quoi. C'était d'une cruauté, mais abominable. Enfin, j'avais dit, je ne fais pas de théâtre par vidéo, quoi. C'est hors de question. Et puis je l'ai fait, parce que je suis payée. C'est une école publique, donc j'ai un contrat avec la mairie, je touche mon salaire toute l'année. Et puis les gamins, ils sont vachement en attente aussi. Enfin, moi, j'ai été bluffée de voir comme ils étaient là toutes les semaines pour faire un cours de théâtre par vidéo, quoi. Enfin, ça n'a aucun sens, faire du théâtre par vidéo. En plus, à cet âge-là, ils viennent là pour vivre de l'émotionnel. Enfin, ils sont dans l'année d'avant, on avait joué Antigone, ils étaient... ça débordait je sais pas, enfin, j'ai pas envie de dire émotionnel, parce que c'est plus fort, c'est plus costaud qu'une émotion, quoi. C'est vraiment de la densité d'être humain, quoi, qui échange des vibrations, qui échange des trucs. Et ils venaient quand même, quoi, ces cours de vidéo. Et donc je les ai faits, quoi. Enfin, je me suis dit, s'ils viennent, c'est qu'ils ont besoin de se raccrocher à ce truc-là. Et puis pareil, cette année, je me suis dit, cette année, je vais les faire travailler sur l'écriture. On va apprendre à écrire une pièce de théâtre. Bon, je suis pas auteur, mais bon, j'en ai écrit des spectacles. Puis c'est pareil, très vite, j'ai besoin de la scène, en fait, pour écrire. Donc au bout de 3 semaines, je savais plus quoi leur faire faire. Alors ça patauge, puis le projet il se délite comme ça, enfin une espèce de machin. Alors ils viennent, hein, ils continuent à venir, ils ont envie, et puis ils sont très conscients que c'est pas la situation normale et qu'il faut pas se laisser abattre et qu'il faut continuer à faire des choses, etc. Mais c'est le 3e confinement, alors on est soi-disant, on allait jouer un truc, il devait y avoir un spectacle à la fin de l'année. Je me suis dit, bon, je vais en profiter pour réfléchir aux costumes, on va faire des essais de costumes. Ça, c'est rigolo, là, pour le coup. Ils vont fouiller dans leurs affaires, ils reviennent avec des costumes devant la caméra. C'est marrant. Bon, 1 fois, 2 fois. Puis voilà, et c'est terrible. Enfin, moi, je fais du théâtre vraiment parce qu'il y a cet échange de... Je sais pas ce que c'est. C'est de la vibration, c'est de la chaleur, mais de la température, quoi. C'est de l'odeur, certainement. Je ne me rends pas compte de l'odeur des gens qui sont là en face de moi, mais je sais pas, des humains, quoi, des gens, du vivant. Et depuis avoir ça, c'est criminel, vraiment. Et moi, je l'ai senti aussi en particulier dans le premier confinement où j'étais flippée, où c'était très radical et tout ça. Je vis seule et de n'avoir aucun contact physique avec un être humain pendant 2 mois,
Mais je le sentais physiquement, quoi. C'était horrible. Vraiment. Mon nom est Balthazar. C'est aussi un nom qui me sert de nom d'artiste. Donc, en général, je ne donne même pas mon nom de famille, Balthazar. Je trouve que ça suffit comme ça. J'ai 2 passions dans la vie. La première, c'est la peinture. Je suis enfant d'artiste et je suis artiste moi-même. Et la deuxième passion, c'est celle de nourrir ma famille avec des bons légumes et des bons fruits. Donc, je suis très régulièrement dans mon potager, chaque jour. Je partage mon temps donc, entre ces deux passions. Puis aussi celle de cuisiner, mais qui est complémentaire de la deuxième. Voilà, et alors c'est fou ce qui est arrivé quand même, évidemment, parce qu'on a eu l'impression qu'au mois de mars, là, en 2020, là, c'est ça, je crois que c'est en 2020, on a eu tout de suite les différentes, comment dirais-je, tout était en place dès le départ. Et là, on s'est dit, mais c'est incroyable ce qui arrive. Et on s'est tout de suite mis en position de résistance. C'est-à-dire qu'on s'est dit, mais là, il y a vraiment quelque chose qui cloche. Et il faut y aller, là. Il faut y aller, il faut s'informer, il faut écouter les gens qui sont responsables, qui ont un esprit suffisamment large. Et il ne faut pas se laisser faire, quoi. Donc il faut... Voilà. Mais c'était le contraste qui s'est opéré assez vite, c'est cet état de vigilance, de vouloir résister, et en même temps le fait d'être complètement abasourdi, parce que chaque jour, les nouvelles supplémentaires alimentaient, si je puis dire, notre opposition. Enfin, c'est quelque chose, c'est comme 2 blocs qui se sont faits, quoi, et qui n'ont cessé de se creuser toujours plus, et pour en arriver à un point où on trouve ça dingue, on trouve ça complètement dingue. Et alors sur le plan du quotidien, c'était particulier parce que ça a quand même engendré beaucoup de fatigue. Et moi, je me suis retrouvé dans l'atelier à me dire, mais finalement, l'humanité est en train de voler en éclats. Enfin, où est l'humanité? Et on la cherchait, c'est-à-dire qu'on aime quand même on s'aime, hein, les êtres humains quand même, on cherche le contact. Et puis tu essayes de parler, et puis il n'y a rien en face, quoi. Tu te dis, mais pourtant, on a la possibilité d'avoir les mêmes informations. Et non. Et ça a été très douloureux. Et en fait, ça a produit la chose, c'est que pendant des mois, j'étais incapable de travailler dans l'atelier, parce que je me disais, mais il n'y a plus l'homme, où est la conscience, où sont les choses fondamentales de la vie, l'intériorité. Enfin, ils veulent nous détruire en tant qu'humanité, en tant que possibilité d'être, en fait. C'est ça, en fait. C'est qu'il détruit l'être. Et au profit de quoi, finalement? Au profit de l'avoir. Parce que ce qui les intéresse, là, c'est la possession, d'une certaine façon. Ils veulent posséder. Ils veulent à la fois la posséder sur le plan quantitatif, pécunier, mais ils veulent aussi posséder les individus, les réduire à ne plus avoir le choix, les réduire à être que quelque chose de purement manipulable, sans sensibilité, sans âme, quoi. Et donc ça a fait travailler beaucoup, en fait. Hein. On passait un temps incroyable à réfléchir à tout ça, à se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire face à ça? Et en tout cas, j'étais dans l'incapacité de peindre et de me concentrer là-dessus. Alors heureusement, c'est là que le jardin intervient, parce qu'il m'a aidé à être directement, la terre et tout ça, elle respire et ainsi de suite. Donc je me dis, c'est vraiment fondamental, hein, d'être de nouveau dans les énergies comme ça avec la terre. C'est le truc qui nous... comme si on réapprenait à vivre après ce choc, quoi. Et puis comment dire? Et puis petit à petit, on s'est dit, on a rencontré. Alors c'était par les écrans au début, hein, qu'on rencontrait des amis ou des appuis sur le plan intellectuel, j'allais dire plus exactement, mais ça suffit pas quand même, parce que l'écran, ça reste quand même quelque chose qui vous laisse malgré d'une certaine façon assez seul. Et alors petit à petit, on est de nouveau sortis. Il y a eu
Il y a eu ces manifs là depuis 6 mois, et là, c'est vrai que il y a une autre ouverture là tout d'un coup, c'est-à-dire qu'on a rencontré des gens avec qui les mots avaient à peu près le même sens, même si on n'est pas de même origine, même si on n'est pas d'accord sur tout, sur la profondeur de la crise, parce que la profondeur de la crise, on la prend chaque jour. Hein. Au départ, il y a des gens qui te disent c'est juste un petit problème politique, on va changer ça, il faut changer le président. Et puis on se rend compte que la crise est beaucoup plus profonde, que peut-être qu'elle n'a jamais été aussi... On n'a jamais eu peut-être de crise aussi profonde dans l'histoire de l'humanité. Donc c'est quand même un choc qui vous tourne boule complètement, qui vous met à l'envers. C'est-à-dire qu'à un moment, nos organes, on n'arrive plus à se situer, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, tout est remis en cause. Tout est remis en cause. Voilà, mais on ne peut pas vivre quand même sans la lumière, donc il faut de nouveau entrevoir la lumière, c'est-à-dire qu'il faut de nouveau espérer dans l'humanité, dans ceux qui sont encore capables d'exercer leur conscience, de refuser une certaine forme de pensée binaire. Voilà, et c'est ce qui se produit petit à petit, en fait. C'est ce qui se produit petit à petit. Mais en même temps, ça c'est quand on... Et en même temps, on alterne sans arrêt, au cours d'une journée, on alterne sans arrêt, en fait, les états dans lesquels on est. On passe d'états où tout d'un coup, oui, la lumière est là, de toute manière elle est là, et on la voit, et puis à des moments, on ne la voit plus, on retourne dans l'obscurité. Et là, on se dit, waouh, notre existence terrestre, elle tient vraiment qu'à un fil. Et on pense à des générations d'avant qui nous racontaient des histoires, qui ont vécu des trucs inouïs. Je ne vais pas faire référence à des époques en particulier, mais... Et là, on a l'impression que c'est ça, et qu'on est au début d'une aventure qui va mener l'homme vraiment aux questions les plus essentielles. Et on va tous être concernés par ça, en fait. Tous. Donc ça, c'est quelque chose qui nous dépasse. On n'a pas de contrôle là-dessus. Et d'une certaine façon, c'est bien de ne pas avoir contrôle là-dessus. Il faut juste se tenir prêt, je crois. Hein. Il faut se tenir prêt par l'intériorité, par... essayer de regarder les gens dans les yeux et puis... Ok, on y va. Alors ça prend des tournures. C'est assez sympa les manifs à Avignon, parce que je sais pas, je parle de ça, mais c'est aussi par ça qu'on a rencontré des gens, c'est aussi par ça qu'on s'est rencontrés. Par exemple, c'est fou là, tu vois cette amitié avec Marie-Laure, elle était dans les manifestations. Elle avait un panneau, elle était tellement équipée avec plein de banderoles et tout, elle ne pouvait pas tout porter toute seule. Et alors je me suis dit bon. Je voyais qu'elle cherchait quelqu'un, donc j'ai quand même lu la banderole pour me dire, bon, je veux savoir ce que je porte. Ok, c'est bon. Et puis on a porté la banderole avec elle et son mari pendant 2h30. Et voilà, quoi, là, c'est le début d'une histoire, d'une reconstruction, de dire, mais non, c'est pas mort, non, il faut continuer à se battre, non, il faut essayer de s'élever, il faut aider les gens qui ont un cœur ouvert et qui vous rejettent pas de façon sectaire, quoi. Et donc, il faut se tenir prêt, il faut être là. Ouais. Voilà. Je pense que presque tout est dit. Je dis presque parce qu'il y a tellement de choses à dire et à redire. Mais comme elle dit si bien ma sœur, j'espère que la lumière prendra le dessus sur l'obscurité. Voilà. Et respectons nos aînés, aimons nos enfants et nous, adultes responsables de nos aînés et de nos enfants, il faut qu'on les protège et qu'on soit là pour lutter contre toutes les décisions du gouvernement qui vont à l'encontre de la santé, de la bienveillance, de l'amour, de tout ce qui finalement doit nous porter et nous permettre de vivre en harmonie. Ce qu'on a oublié de vous dire, c'est que nous sommes des sœurs et que la chaîne qui nous unit fasse en sorte que ça unit tous les êtres humains qui pensent comme nous, qui pensent que l'amour vaincra le mal. Oui.
le Président, je vous fais une lettre qu'on vous lira peut-être si vous avez le cran. Ce matin je reçois mes papiers sanitaires, on m'offre le Pfizer pour garder mon emploi. Monsieur le Président, je ne veux pas le faire, je ne suis pas hamster qu'on teste sans consentement. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, ce sera la mise à pied. Depuis bien trop longtemps que règnent vos mensonges, ces ordres qui nous rongent à longueur d'écran. Vous avez muselé tout le peuple de France avec tant d'arrogance et de complicité. Qui aurait cru pourtant que ce gendre idéal pourrait faire tant de mal aux vieux et aux enfants? Leur sort vous indiffère, si vous aimiez tous les bambins, vous soulageriez leur chagrin au lieu de leur faire la guerre. Monsieur le Président, j'ai mieux que vos seringues, j'ai un truc de dingue qui me fait bien portant. Système immunitaire, dopé et survitaminé, m'offrant sans discontinuer une santé de fer. S'il faut vider les stocks, je vous offre mes doses sur vos épaules roses. Souffrez que je me moque, car je crains certes plus vos piqûres expérimentales que cette infection virale ou variant Delta+. Aux molécules anciennes, hydroxychloroquine ou même ivermectine, vous je tâte l'anathème. C'est pas assez rentable aux amis actionnaires des places financières, braves âmes charitables. Nous avons maintenant une religion laïque, une religion qui pique, Dieu vaccin tout-puissant. Permettez cependant qu'à votre catéchisme nous provoquions un schisme, nous serons mécréants. Nous sommes bien plus nombreux que vos médias le disent, et en toute franchise, nous nous sentons heureux, car toutes vos manigances nous sortent de nos torpeurs, et nous n'avons plus peur, c'est l'heure de résistance. Nous prendrons le maquis sans passe sanitaire, nous sommes libres et fiers, un peuple d'affranchis. Si vous nous pourchassez, prévenez vos gendarmes que nous n'avons pas d'armes et qu'ils pourront tirer, que nous n'avons